Le jeu s'était fait énormément critiquer à ce sujet, et là la série décide d'en remettre une couche. The Last of Us, saison 2, épisode 4. Comme d'habitude, pour ces critiques hebdomadaires de The Last of Us, je ne vais faire que spoiler. Donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la série pour l'instant, partez car je vais spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. J'aimerais juste revenir sur une bêtise que j'ai dit la semaine dernière par rapport à, du coup, la première personne qui a tué Ellie. Premièrement, elle ne ment pas, parce qu'elle dit bien à Dina, je vais te dire qui j'ai tué en deuxième, non pas en premier, car la première mort était un peu trop glauque, parce qu'en fait, elle parle de Riley. Et c'est que j'ai jamais fait le lien dans ma tête, parce que pour moi, The Last of Us, ça reste le jeu vidéo, et lorsque j'ai fait les jeux vidéo, j'ai fait le jeu vidéo, et ensuite le DLC Left Behind, et du coup, dans ma chronologie de gamer, en réalité, pour moi, Riley, c'est pas la première. Mais oui, scénaristiquement, c'est clairement la première et c'est une petite erreur que j'ai faite. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de commentaires de gens qui me disent que je dois moins comparer aux jeux vidéo, non pas pour faire des comparaisons par rapport à ce qui s'est passé, mais pour pas révéler des choses lors de la suite de la saison, parce que vous êtes pas mal à pas avoir fait le jeu vidéo et parfois je dis des phrases où voilà, il y a des choses un peu ambiguës par rapport aux gens qui n'ont pas fait les jeux. Donc je vais essayer de mettre ça au minimum pour pas vous spoiler ou vous indiquer des choses qui vont avoir lieu. Donc voilà, si je suis pas très détaillé, on va dire, en termes d'argumentaire sur certaines choses, c'est parce que j'essaie de garder la surprise pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo. Et ensuite, pour ceux qui n'avaient pas accès à l'épisode la semaine dernière sur Canal, il faut savoir que MyCanal, parfois, il y a des bugs ou des problèmes et ils diffusent pas les épisodes à temps, genre à 3h du matin. Là, j'ai vérifié pour le 4e épisode, l'épisode est présent sur MyCanal, mais je vous conseille d'utiliser l'application Max encore et toujours. Vous pouvez, si vous avez un abonnement via MyCanal, vous connecter à Max, ça, il faut faire une petite manip, c'est un petit truc, c'est facile à faire. Cet épisode débute avec un flashback en 2018 avec Josh Peck d'ailleurs, un petit caméo qu'il a là où on voit du coup un peu des discussions entre Fedra, il parle un peu des Wolves, il parle enfin des Séraphites, chose qui n'était pas nommée du coup dans le précédent épisode. C'est pour ça que les gens me disaient attends mec, pourquoi tu dis le nom, on le connaît pas pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. C'est pour ça maintenant je fais attention. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, clairement c'est une dictature militaire. D'ailleurs, les citoyens sont appelés citoyens pour se moquer d'eux, c'est ce qu'il dit dans cet épisode là, parce qu'ils ne votent plus. Ils ont mis en place une dictature, je sais pas si fasciste est le terme le plus approprié ici, parce que je suis pas sûr qu'ils aient un véritable gouvernement hors l'armée dans cette série. On verra bien par rapport à ce qui va se passer par la suite. Très content du retour de Jeffrey Wright. Je crois que c'est le seul acteur du jeu vidéo qui est aussi dans la série. À vérifier, je sais plus comme ça de tête, mais en tout cas en tant qu'acteur majeur de l'œuvre, Jeffrey Wright était bel et bien dans le jeu vidéo. C'est lui qui a interprété Isaac et il est de retour ici pour du coup aussi interpréter Isaac. Et je trouve ça très bien parce que Jeffrey Wright est un acteur formidable, génialissime, que ce soit au cinéma, en série, et je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le voir un peu avoir ses tourments en lui. Et cette scène qui est importante pour moi parce que ça montre justement la trahison qu'il a commis par rapport à Fedra, mais ça montre aussi qu'en fait les gens sont divisés par rapport à plein de choses, par rapport à plein de factions. Les gens se font la guerre entre eux et sont jamais d'accord, peu importe si t'es derrière un seul blason comme la Fedra, il y a les Wolves, il y a les Séraphites, il y a les Scars, on nous explique, bref, il y a plein de factions qui en théorie devraient être du même côté. Et ça a toujours été un peu une critique politique de The Last of Us, c'est qu'il y a plein de gens qui devraient être vraiment du même côté et s'allier avec c'est un peu de chipotage à droite à gauche, mais voilà, pas aller au-delà de ça. Mais en fait, non. La vie et le monde humain, disons, c'est du chipotage, c'est des bêtises, alors qu'ils sont du même côté. Et ça, c'est un truc hyper intéressant et d'actualité encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, j'ai bien aimé cette séquence-là, qui est filmée d'une manière assez efficace, je trouve. Et ensuite, pour finir avec Isaac, il y a toute cette séquence-là de torture, qui est aussi évidemment dans le jeu vidéo, où il explique qu'il était timide. Et pour lui, impressionner des femmes, c'était via la cuisine. Et il y a des choses qu'il voulait avoir, c'est-à-dire qu'il voulait avoir du matériel, de riche, entre guillemets, pour pouvoir mieux cuisiner, du coup mieux impressionner des femmes. C'était un peu sa passion. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit de une ce qu'il est devenu. Il est passé d'un mec qui voulait cuisiner pour faire plaisir aux femmes à un tortionnaire, de une. Ensuite, il y a un truc intéressant par rapport à la richesse qui est clairement accessible aujourd'hui. Mais pourquoi faire ? Voilà, pourquoi faire ? Parce que ça sert plus à rien. Le concept de richesse a disparu. Maintenant, tu utilises un truc que tu aurais pu utiliser pour faire plaisir, je sais pas, à une femme, à ta mariée ou peu importe, pour torturer. Du coup, il y a un changement des valeurs qui a changé, il y a un monde qui s'est écroulé, et ça, ce qui était vraiment cher à l'époque, n'a plus aucune valeur. Et ce que je trouve hyper intéressant tout de même, c'est que ce tortionnaire-là, il fait un lien assez intéressant entre le fait de flirter et le fait de torturer. Parce qu'au fait, ce qu'il aimait bien dans le fait de faire à manger à des copines, des dates et tout, c'était le fait de cuisiner. C'était le côté flirt et tout. Et là, il mélange sa passion, entre guillemets, la cuisine, avec un autre truc qu'il aime bien, réellement, c'est la torture. Donc on voit que c'est un mec qui est complètement dérangé et qui apprécie ça juste par le lien sentimental qu'il a fait dans cette scène. Et on voit aussi qu'il crée la division. Il y a des gens qui n'aiment pas
le fait que lui torture des gens comme ça, la souffrance qu'il inflige, et je trouve ça intéressant parce que c'est la thématique, hein, c'est la division, c'est la haine entre la même communauté, au sein de la même communauté, ça qui est fascinant, je trouve, et en même temps, on découvre un peu du coup cet hérétique qui n'est pas mort contrairement au dernier épisode. Est-ce que c'est un hérétique? C'est ça la question. Est-ce que on parle d'un prophète qui existe réellement? Est-ce que lui suit la vraie religion? Est-ce que c'est un blasphémateur? On ne sait pas trop. Au fait, ça qui est intéressant, c'est que lui, il a son point de vue. On ne sait pas si on doit lui faire confiance. Il parle des Scars, il parle des Séraphites. Tu vois qu'il y a une fission aussi au sein de la même religion, en théorie. C'est la même, sauf que d'un côté, ils ont une croyance sur le prophète qui est une sorte de force divine, et l'autre côté, le prophète qui est peut-être juste une femme. C'est ce qu'il raconte ici. Et je trouve ça assez intéressant, encore une fois, le symbole de la division. Et tu comprends qu'il a tué quelqu'un, et ça c'est important, et pas n'importe qui. Je crois qu'ils disent bien un enfant, ou peu importe, il a juste tué une personne, et c'est suffisant pour Phaedra de l'attaquer et de le torturer. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fait, là, on a un lien assez évident entre ce qui se passe en Israël et Palestine. Alors, c'est pas moi qui l'invente, encore une fois. C'était la motivation principale de Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo, lorsqu'il a fait The Last of Us partie 2, c'était justement raconter, pas forcément l'histoire de ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais c'était ce qui l'avait inspiré et motivé. On le voit, hein, Phaedra, ils ont des checkpoints, c'est l'armée, en face, d'après eux, c'est des barbares, sectaires, religieux, mais en même temps, c'est aussi des terroristes pour eux. Bref, voilà, vous avez compris, il y en a qui ont des hôpitaux désarmés, d'autres pas, ils vivent un peu comme des sauvages. Il y a tout un lien intéressant dans la déshumanisation, dans comment les deux sont vus. Voilà, il y a des choses à prendre des deux côtés, ce que je trouve assez intéressant, et ça va plus loin que ce que je pensais. Je pensais que justement, vu le sujet, vu l'actualité, ils allaient peut-être moins en parler, mais clairement, là, on le voit, quoi. Enfin, ça a toujours été ça a toujours été l'armée, ça a toujours été les sectaires religieux, et il y a des choses intéressantes, j'ai pas envie d'en révéler beaucoup sur le jeu vidéo, par rapport à cette thématique d'Israël-Palestine. Mais oui, ça a été la motivation principale. Je veux dire, il l'a souvent dit, Neil Druckmann, par rapport à sa religion, aussi le judaïsme. Et justement, c'est pour ça qu'il a voulu mettre ses religions, ses sectes, ses prophètes, ses faux prophètes dans ses œuvres. Et là, le fait d'avoir Phaedra, l'armée versus ces gens un peu sauvages, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et je pensais pas qu'ils allaient en parler autant, je trouve, dans la série. On va voir s'ils vont assumer aussi par la suite. Ça va être intéressant. En tout cas, j'aimais l'introduction d'Isaac, qui est quasiment la même, plus ou moins, hein, que dans le jeu vidéo, on comprend bien le personnage, et Jeffrey Wright pour moi est un très bon acteur qui fait un super travail. Mais évidemment, ce qui nous intéresse nous réellement, c'est l'histoire entre Dina et Ellie, et il y a un peu de mystère qui est mis au début de l'épisode par rapport à Dina qui retrouve quelque chose en pharmacie. On ne sait pas ce que c'est à ce moment-là, on ne sait pas si c'est une surprise par exemple pour Ellie, on ne sait pas si c'est quelque chose d'utile réellement à ce moment, parce que c'est essentiel une pharmacie hein, dans l'apocalypse évidemment, mais j'aime bien le travail qu'ils font sur Seattle, il y a des beaux plans, et d'ailleurs il y a marqué le Day One, chose qui n'est pas beaucoup mise en avant, vous le voyez ici, Seattle Day One. Et ça, c'est assez fascinant parce que si vous êtes fan du jeu vidéo, vous savez à quel point les jours sont importants. Du coup, je trouve ça bien. C'est étrange qu'il n'ait pas mis autant en avant. Je pensais qu'ils allaient faire un vrai truc par rapport aux journées. Non, il y a juste marqué un texte, comme dans le jeu, mais dans le jeu, il y a un impact un peu différent, évidemment, vu que tu joues le personnage et tout. C'est assez fascinant comment ils vont traiter ça, je pense. Je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien et d'assez nouveau par rapport à ça. Si c'est juste un texte, c'est un peu chiant, mais j'espère qu'ils vont jouer dessus. En tout cas, parce que je veux dire, les journées ont une importance capitale hein, dans le jeu vidéo. En tout cas, il y a un beau travail de reconstruction, je trouve, quand même, des décors, de la verdure, des bâtiments, tout ça, c'est assez bien. Ils parlent de cette ville bombardée. Est-ce qu'elle a réellement été bombardée? Parce qu'elles sont assez impressionnées de à quel point il y a des bâtiments, à quel point les choses ont l'air pas forcément dans un parfait état, mais suffisamment pour potentiellement en vivre. Et c'est assez intéressant de parler de ça. Elles font leur travail de l'apocalypse, elles recherchent des munitions, elles découvrent un peu ce qui s'est passé par rapport à Phaedra, les gens ont été tués ici, il y a eu une guerre entre eux qui était évidente. Voilà, elles comprennent un peu ce qui s'est passé ici, ça qui est fascinant. Le conflit entre eux est d'ailleurs critiqué. Et il y a une phrase d'ailleurs par rapport à ça et au tank, par rapport à l'exploration spatiale, qui est un truc assez intéressant qui va revenir plus tard parce que Ellie est fan d'exploration spatiale. Il y a les enjeux qui sont mis en avant, le fameux Wolf où elles doivent aller. Ça, ils y vont assez vite, je trouve, on en parle dans quelques secondes. Et il y a un truc aussi par rapport du coup à la Pride, au drapeau LGBT, le fait de s'assumer sa sexualité, ces choses-là. Même, je crois, Dina porte une veste avec les couleurs de la Pride. En tout cas, voilà, c'est le drapeau LGBT. Ils en font peut-être un peu trop des caisses, d'après moi. Genre, c'est pas du tout subtil. Genre, ok, on a compris, il y aura une sorte de coming out dans cet épisode-là. D'accord, on n'est pas stupide. Mais c'est intéressant de voir que oui, à l'époque, ces gens auraient pu être acceptés. Et c'est ça qui est fascinant de le voir parce que pour eux, ils se sentent un peu exclus justement de la société. Et il y a plein de choses qui sont bien. Le magasin de musique, ça aussi, c'est tiré du jeu vidéo. Mais c'est cool de voir de une, la nature qui a repris ce droit, chose classique. L'importance un peu des choses physiques, tangibles, les disques, les vinyles, le fait de créer de l'art, la musique. Je pense que c'est intéressant cette fascination qu'a The Last of Us pour l'art et que tous les endroits importants dans le jeu vidéo
vidéos sont des endroits où on fait de l'art. On le voit tout à l'heure par rapport au théâtre aussi. Et il y a ce petit moment de repos que je trouve assez doux, touchant, et en même temps, les deux flirtent, évidemment, toujours surtout Dina, qui est plus agressive cette fois-ci, parce que les gens se demandaient si elle était vraiment bi, parce que les gens savent plus regarder des œuvres. Tu vois, je me plains à chaque fois, parce que je dis, ouais, The Last of Us explique trop de choses, c'est pénible, mais quand dans l'épisode précédent, Dina dit qu'elle est pas gay, les gens sur les réseaux disent, ouais, trahison, pourquoi elle est pas gay? Non mais les gars, enfin, un peu de neurones, quoi, qu'il fallait connecter pour comprendre qu'elle mentait, et surtout qu'elle flirtait avec Ellie. Mais en tout cas, je trouve qu'elles ont une bonne alchimie, elles flirtent bien, c'est plutôt cool. La scène avec la guitare iconique du jeu vidéo, qui est optionnelle d'ailleurs dans le jeu vidéo, est géniale par rapport à ça. Elle trouve de la weed, si j'ai pas de bêtises, à ce moment-là, dans la guitare ou à côté de la guitare. C'est assez intéressant ce qui se fait par rapport à ça, cette séquence qui est jouée pendant longtemps. Il y a une belle reconstruction touchante, je trouve, avec la lumière, avec elle. Bon, ça c'est pris du jeu vidéo quasiment plan par plan, mais on voit, je trouve, le talent d'actrice de Bella. Elle est bien dans le rôle. Moi, j'en connais Ellie ici. Alors, physiquement de une, mais pas que. En termes d'émotion, en termes de personnage, en termes de comment elle joue la chose, comment elle chante. J'adore Bella Ramsey dans le rôle. Je trouve qu'elle est vraiment talentueuse et le fait vraiment bien. Et il y a deux plans qui sont intéressants. Lorsqu'elle dit Life is okay, il y a un plan sur Dina. Et lorsqu'elle dit I'll be gone in a day or two, il y a un plan sur Ellie. Et je pense que c'est pas anodin. Je pense que c'est clairement fait exprès. Et on voit aussi le regard amoureux de Dina. Et là, on comprend encore une fois, pour ceux qui avaient encore des doutes. Mais ça dure un vrai long moment. Et c'est bien parce que ce moment-là, c'est déjà un truc où les deux avouent un peu leur amour sans réellement se l'avouer. Mais on voit dans leur regard et tout. Et c'est un moment de communion avec Joel qui est assez fort parce que, ouais, c'était ça. En vrai, leur relation, c'était aussi la musique, c'était aussi la guitare, et c'est de plus en plus important dans leur vie. Et oui, c'est le seul moyen de reconnecter un peu avec Joel. Et il y a aussi ce plan sur la guitare qui fait clairement plan du jeu vidéo, s'il n'a pas été pompé. Plan par plan, encore une fois, comme beaucoup de cet épisode-là. En tout cas, là, elles vont, contrairement au jeu vidéo, assez vite par rapport à cette séquence-là. Dans le jeu vidéo, c'est une vraie séquence d'infiltration, elle prend du temps. Là, elles arrivent dans le bâtiment, on t'explique vraiment que... On t'explique pas grand-chose d'ailleurs, j'ai pas envie de révéler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, mais voilà, c'est un bâtiment où il s'est passé des choses, et on voit que des gens ont été tués par flèche, il y a une scène assez brutale où des gens ont été exécutés de manière rituelle. T'as l'impression, il y a le côté clairement sectaire, brutal, sauvage de la chose. Il y a aussi une guerre des gangs qui est mise en avant à côté de cette religion-là. Feel Her Love, voilà, on est vraiment dans une secte, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a aussi les gros militaires armés qui arrivent là. Du coup, ils expédient clairement cette scène, voilà, comparé aux jeux vidéo, ça va très très vite, mais je peux comprendre. Mais tu perds un peu les enjeux, je trouve, de pourquoi elles sont là, elles foutent ici. En même temps, les militaires arrivent, t'as l'impression que l'approche de la série est plus action, d'après moi, que ce qu'elle devrait être. Je sais que c'est dans le jeu vidéo, ça pour le coup, mais je trouve que la série devrait se concentrer peut-être sur les émotions, parce que c'est là qu'elle est bonne. Je veux dire, les scènes d'action sont sympas, il y a un peu de stress parce que tu sais clairement qu'elles sont pas prêtes pour ça, vraiment, enfin voilà, même si elles commencent à débuter le massacre, entre guillemets, des gros militaires comme ça, qui soient 2, 3, 4, 5, elles sont jeunes, elles sont pas forcément expérimentées, donc c'est un peu plus compliqué pour gérer ça. Et moi, je trouve que la série, lorsqu'elle fait de l'action, c'est pas très intéressant, honnêtement. La série est bien lorsque c'est émouvant, lorsqu'il y a des relations entre personnages qui sont développées. Là, tout le reste de l'épisode, c'est de l'action, et j'ai pas de mal avec ça, Je veux dire, l'action est sympa, divertissante, elle fuit dans cette station qui est encore une fois connue des gens. Du coup, tu sais qu'ils ont vraiment pris tout le secteur et ils dominent cette zone pour le coup, mais il y a un moment, je me dis, ok, c'est sympa, sans plus. Je veux dire, l'idée des champignons, encore une fois, génial, c'est ce qui attire les infectés, c'est top. J'aime bien l'idée de Dina qui compte les infectés, mais au final, elle est complètement dépassée par le nombre. Ouais, c'est une scène bien éclairée, les décors sont bien, ils ont reconstruit tout ça, c'est assez impressionnant, rien à dire. Il y a beaucoup de figurants, beaucoup d'infectés. Il y a une véritable tension par rapport aux infectés en réalité, parce qu'il y en a tellement, tu sais pas comment ils vont s'en sortir. Et voilà, c'est la critique qui est faite de la saison 1. Ouais, il n'y a pas assez d'infectés, il n'y a pas assez d'action. Et là, ils mettent de l'action, ils mettent des infectés. Désolé de le dire, c'est pas ce qui m'intéresse dans The Last of Us. C'est sympa, mais dans The Last of Us, ce que j'aime bien avec l'action, c'est quand je la joue. Là, dans la série, c'est sympathique, sans plus. Il n'y a pas vraiment d'enjeu forcément émotionnel parce que tu sais qu'ils vont s'en sortir. C'est sympa comme scène, mais c'est pas non plus anxiogène à mort parce que tu vois que c'est expédié. Ça reste une série, du coup, c'est une séquence qu'ils font assez vite, c'est une séquence d'action. Tu vois, ils auraient pu la jouer en mode infiltration, ça aurait été peut-être un peu plus flippant, plus horrifique. Non, là, c'est full action, full budget qu'ils mettent dedans. Mais en tout cas, le vrai ressort émotionnel, il est là, il est par rapport à Ellie qui se sacrifie, entre guillemets, pour sauver Dina. Et c'est intéressant parce que du coup, dans le jeu vidéo, il y avait des sports. Dans le jeu vidéo, il y a des sports, du coup, les personnages doivent porter des masques à gaz pour s'en sortir, mais là dans la série il n'y a pas les sports. Peut-être ils seront par la suite dans le reste du coup de la saison, parce que je crois qu'on voit des scènes où il y a les masques à gaz et tout, mais en tout cas vu qu'il n'y a pas les sports, il fallait trouver une autre solution pour avoir Dina qui apprend la vérité par rapport à Ellie, et celle qui sacrifie par rapport à Dina. Et je trouve que c'est une bonne idée pour plusieurs raisons, parce que forcément c'est noble
d'après Dina, de se sacrifier. Dina pense vraiment que là, Ellie s'est sacrifiée pour elle. Et d'ailleurs, Ellie lui rappelle, je l'aurais fait, même si je n'étais pas immunisé. Du coup, je trouve que c'est assez beau par rapport à ça. Mais ce qui est fort, c'est que Dina, là, elle est clairement pas au courant. Et dans le jeu vidéo, c'était un peu plus rapide. Hein. Pour le coup, il n'y avait pas cette confrontation-là. Et je trouve que cette confrontation, elle est bien parce que là, elle est prête à l'exécuter dans ce fameux théâtre, hein, qui aura une importance capitale dans le reste de la série. C'est un peu leur QG, justement. Et encore une fois, voilà, théâtre, de l'art, tout ça. Et ce qui est fort, c'est que cette confrontation-là, elle est un peu stressante parce que elle ne sait pas quoi penser. La vérité rationnelle dans sa tête, ça serait de « Ok, je dois la tuer, c'est ce qu'on m'a appris, je dois vraiment le faire, mais je l'aime. Et qu'est-ce que je fais par rapport à ça ?» Et pourquoi cette hésitation en moi? Donc il y avait un vrai conflit, c'est assez intéressant par rapport à ça. Et en même temps, bah, Ellie se chie un peu dessus. Hein. Je veux dire, elle est panique de ouf, elle se dit attends, calme-toi, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Et je trouve que ici, elle fait un appel à sa rationalité de une, mais aussi un petit peu à son amour, à sa foi en elle. Et encore une fois, on sait que dans The Last of Us, la foi en soi et croire les gens est clairement important. Et elle a peur, hein, ça que j'aime bien. Et j'adore d'ailleurs ce plan sur Dina. On dirait plus elle. Hein. Elle est complètement déshumanisée. Ce n'est plus qu'une lumière et un flingue, comme on aurait vu au début de la série. D'ailleurs, ce plan me fait penser à Sarah, vu l'éclairage, vous savez, dans le premier épisode de la série, pas de la saison. Je trouve que c'est assez intéressant par rapport à ça. Donc, il y a un vrai truc de mise en scène qui est plutôt utile. Maintenant, la libération du secret est bonne. Je trouve, voilà, les deux ont admis et avoué leur secret. Et c'est ça qui fait qu'elles s'assument, qu'elles peuvent s'aimer. Enfin, il y a une histoire où elles assument cet amour de manière positive. Je trouve que c'est important d'ailleurs de montrer la scène de sexe pour montrer que c'est plus des enfants, qu'elles peuvent vraiment avoir ce genre de moment entre elles. Et en même temps, bah, c'est important, vu ce qu'on a vu au début de l'épisode, de montrer aussi du sexe homosexuel côté femme par rapport à la Pride et tout. Et ce moment un peu de douceur entre les deux, je le trouve plutôt pas mal. Elle qui se libère de leur secret, elle se pose la question de pourquoi maintenant alors que ça fait longtemps qu'elles étaient amoureuses l'une de l'autre, c'est assez évident. Elle explique un peu son coming out, que c'était mal vu à l'époque lorsqu'elle grandissait. Du coup pour elle c'est une vraie libération pour Dina. C'est un truc qui est pas, je crois, dans le jeu vidéo, ça. Et c'est pas mal, en vrai. C'est un petit ajout comme ça. Pas subtil, pas forcément le plus fascinant du monde, mais ça donne un peu plus de complexité et d'importance sur leur amour, qui sera de plus en plus mis en avant. Et j'aime bien comment l'amour est montré. Dans le jeu vidéo, c'est un peu différent. Et là, l'approche est plus naturelle, plus, entre guillemets, cinématographique et plus série télé que dans le jeu vidéo. Là, ils prennent leur temps. Elle parle évidemment de Jesse, qui est le père, du coup, de l'enfant que va avoir Dina. Et les trois vont être des parents. D'ailleurs, cette blague par rapport à Ellie qui dit qu'elle va être papa. Bon, c'est assez drôle, j'aime bien. Ça montre aussi un peu leurs rêves, leurs envies, ce qu'elles veulent devenir, pourquoi, avec qui. C'est assez fort, mais ce qui nous intéresse, nous, après ce moment émouvant, et encore une fois, pour moi, la force de The Last of Us, c'est ces moments-là. C'est pas les scènes d'action, c'est ça, c'est le nouvel enjeu. Qu'est-ce qui se passe? Et au fait, le fait que maintenant, ça a changé. Maintenant, vu qu'il y a un bébé en jeu, comment on fait? C'est différent, il faut s'adapter. Et je pense que la suite de la série, en sachant qu'il reste 3 épisodes, va être assez intéressante par rapport à ça, aux enjeux, et je pense qu'ils vont beaucoup jouer sur ça, du coup je suis que de voir ce que ça va donner. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, l'avez-vous adoré, détesté, j'ai envie d'avoir votre avis, comme d'habitude, mettez-moi ça dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.